Bonjour à tous, je propose du coup qu'on commence ce premier atelier du Green Deal Achat Circulaire 2022. Donc comme je l'ai déjà dit, cet atelier sera enregistré. On demande à chacun d'éteindre son micro pour éviter les bruits parasites durant les présentations. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On y répondra après chaque présentation. Je vais très rapidement vous présenter le programme d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec un mot de bienvenue du SPW et de l'Observatoire de la commande publique wallonne avec Monsieur Robin Heinen. Ensuite, ma collègue Helen Versluis vous présentera le programme 2022 du Green Deal Achat Circulaire. On va également faire une intégration de l'économie circulaire dans les marchés publics et analyser donc les possibilités et les points d'attention ensemble avec Monsieur Bruno Lombard et Nicolas Caria de STIP. On va ensuite présenter donc comment utiliser les labels dans les marchés publics avec Monsieur Rob Reinhardt de Coduco. On aura ensuite une petite pause de 10 minutes et on se rejoindra alors chacun dans nos sessions parallèles respectives. Donc à 2h55, on aura d'abord les ateliers construction et mobilier et fourniture du bureau avec respectivement donc Madame Anne Paduard de Bruxelles Environnement et Monsieur René-Luc Enrotet de Responsible Office. Et puis alors on aura les secondes sessions parallèles avec ICT, textile et emballage avec respectivement Monsieur Jules Delcon de ISIT, Madame Alexandra Derave de Ogent et alors Monsieur Philippe Fankiel de Valipac. On terminera alors ces ateliers par une conclusion. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Robin Heinen du SPW OCPW pour le mot de bienvenue. Ton micro est éteint. Ah non, on t'entend toujours pas. Vous m'entendez? Parfait. Super. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'occasion de vous présenter un peu notre observatoire et vous expliquer en quoi nous aussi on travaille sur l'économie circulaire dans les marchés publics. Donc je vais vous présenter rapidement l'origine de notre observatoire, les objectifs et voilà. Donc je ne sais pas si je peux contrôler le PowerPoint ou si... Ah ben voilà, parfait. Donc du coup notre observatoire est donc logé au sein du SPOE, au sein de la direction du développement durable et en fait vise à devenir un centre de connaissance de la commande publique wallonne dans l'optique en fait d'éclairer les politiques publiques liées aux marchés publics afin de les mobiliser davantage comme des leviers et répondre à différents enjeux économiques, sociaux et environnementaux en Wallonie. Et donc ça passe notamment par le fait qu'on diffuse des bonnes pratiques via des guides, des outils et des études. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser les impacts positifs en fait des marchés publics auprès des acheteurs publics et des opérateurs économiques. Parallèlement à ça, en fait, donc sur la slide juste avant, désolé. En fait, on a 4 objectifs principaux au sein de notre observatoire. C'est tout d'abord de vraiment favoriser, d'accroître la connaissance qu'on a en fait au niveau des marchés publics en Wallonie. Deuxièmement, c'est de favoriser une meilleure transparence en fait en comprenant un peu mieux comment les pouvoirs adjudicateurs font leurs marchés publics au sein, dans leurs marchés publics. Troisièmement, on vise aussi à optimiser ces marchés publics en diffusant davantage les bonnes pratiques et en remontant en fait des bonnes idées et les clauses types, etc. Et quatrièmement, en fait, on vise aussi à favoriser davantage de concertation entre les acteurs de la commande publique avec, d'une part, davantage de concertation entre pouvoirs adjudicateurs, donc entre homologues, et d'autre part, entre pouvoirs adjudicateurs et opérateurs économiques. Voilà. Alors, nous réalisons 3 types de travaux. Tout d'abord, des études statistiques en fait, qui se basent sur des données qu'on collecte auprès de différents niveaux de pouvoir. Donc, pour le moment, on dispose de données en fait, au niveau du SPOE et l'idée, c'est vraiment de chaque année pouvoir vraiment suivre de manière à une échelle macro, on va dire, les marchés publics et voir un peu comment ils sont utilisés. Un deuxième type de travaux qu'on réalise, ce sont des études thématiques qui sont vraiment beaucoup plus sur des éléments spécifiques des marchés publics et qui vise à en fait faire ressortir des bonnes pratiques en fait. Et tout pour donner quelques exemples, on a réalisé des études qui portaient sur les clauses environnementales dans les marchés de travaux, sur la PNSPP, et actuellement on réalise une étude sur les achats publics circulaires, mais je vais y revenir un peu plus tard. Et alors un troisième type de travaux qu'on réalise, enfin qu'on va réaliser, ce sont des baromètres qualitatifs qu'on aimerait pouvoir faire en fait auprès des pouvoirs adjudicateurs pour enrichir les 2 premiers types de travaux que je vous ai mentionnés.
Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, sur une base annuelle, poser une série de questions aux adjudicateurs et mieux comprendre leur vision des marchés publics. Et donc tous ces travaux aussi sont disponibles, comme inscrits en bas, en fait, sur le portail des marchés publics, et vous êtes invité à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Alors ici, on a juste remis une petite slide en fait pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, les types de constats qu'on peut ressortir. Donc je vais pas vous la lire, mais vous, encore une fois, vous pourrez aller reconsulter ça dans les slides par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir ressortir divers constats et conseiller les politiques et aussi les pouvoirs adjudicateurs en fait. Donc voilà. Et donc oui, du coup, notre observatoire aussi s'intéresse à l'économie circulaire dans les marchés publics, en fait, parce que comme vous le savez, dans la stratégie circulaire Wallonia, il y a toute une série d'objectifs très ambitieux, comme par exemple la volonté de faire en sorte que 50% des marchés publics régionaux pertinents intègrent une réflexion ou des critères circulaires à l'horizon de 2025, que 75% des marchés d'achat de matériel informatique, du SPE et des UAP soient également circulaires et éthiques. Donc on a toute une série en fait d'objectifs qui sont assez ambitieux, et donc pour pouvoir les accomplir, il est nécessaire d'avoir une série d'actions, comme notamment l'intégration dans les formations marché public d'une section sur les aspects circulaires. Il y a l'idée aussi de pouvoir obliger les pouvoirs adjudicateurs progressivement d'insérer divers principes et critères circulaires dans leur marché public, et aussi en fait de développer des outils beaucoup plus spécifiques comme des clause types, des facilitateurs circulaires et des helpdesk. Et c'est en fait dans cette action-là que nous, on peut venir un peu en appui. Et donc, on peut passer à la slide suivante via l'étude qu'on réalise pour le moment, en fait. Donc, c'est une étude thématique, du coup, qui porte sur l'achat public circulaire et qui vise en fait à avoir des cas concrets de marché public circulaire, donc des exemples de méthodes organisationnelles, pardon, de clause type, et en fait toutes sortes d'éléments qui sont un peu moins pratiqués en Wallonie. Et donc pour ce faire, en fait, 6 cas ont été sélectionnés par notre prestataire. En fait, cette étude est sous-traitée et une équipe d'agents du SPOE. Et donc l'idée, c'était vraiment de sélectionner 3 marchés publics de fourniture et services et 3 autres de travaux pour avoir aussi un focus vraiment important sur les travaux. Et donc, on a des projets vraiment assez variés qui vont aborder notamment les thématiques de l'économie de la fonctionnalité ou de la déconstruction sélective, pour donner quelques exemples. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir interroger les agents qui ont passé ces marchés-là et voir en fait quels ont été les freins, les impacts de leur marché public et quelles leçons ils en ont tiré, et vraiment à favoriser un partage d'expérience auprès de marchés qui étaient jugés vraiment assez innovants par rapport à ce qui existe déjà en Wallonie. Et donc voilà. Et donc, on voulait aussi profiter en fait de cette intervention qu'on nous a accordée pour aussi vous dire que en fait, toute aide est bienvenue, dans le sens où si vous avez des clauses types ou des méthodologies innovantes liées à l'économie circulaire que vous avez déjà utilisées dans vos marchés publics, ou alors en fait toute autre chose que vous jugez intéressante, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que vous voyez juste ici en dessous. C'est l'adresse de notre observatoire, et en fait, on sera très content en fait de pouvoir justement profiter de cette occasion et de votre aide. Et donc voilà, je vais recéder la parole. J'essaie de ne pas dépasser mon temps accordé. Et merci pour votre attention et passez un bon atelier. Voilà, Merci beaucoup pour cette introduction. avec plaisir. On fera parvenir évidemment les slides par la suite via le site du Green Deal. Donc vous aurez accès à tous ces liens et aux adresses mail via ce canal-là. Je vais maintenant tout de suite donner la parole à ma collègue Helen Versluis pour la présentation du programme 2022 du Green Deal Achat Circulaire. Oui, merci Savinard. Alors voilà, nous entrons la 3e année du Green Deal Achat Circulaire. Depuis fin 2019, plus de 170 organisations se sont engagées dans le Green Deal. Comme vous le savez, durant l'année 2020, vous avez appris à connaître les principes de l'économie circulaire et avez pu découvrir et être inspiré sur les achats circulaires. En 2021, nous sommes passés de l'inspiration à l'action et nous avons organisé 4 ateliers et un événement annuel, un événement annuel comprenant une rencontre avec des fournisseurs circulaires. Alors, 4 ateliers et un événement annuel au cours desquels nous avons abordé les différentes étapes clés d'un trajet d'achat circulaire. Parallèlement, en 2021, nous avons travaillé sur l'achat circulaire au sein des 4 groupes de produits spécifiques, les textiles, le mobilier et les fournitures de bureau, la construction et l'ICT.
Cette année-ci, que nous avons désigné comme l'année des résultats, nous souhaitons mettre en avant la progression des membres du Green Deal dans leurs projets d'achat circulaire et le partage également des succès et des défis avec les autres acheteurs. Alors, entre autres, sur la base des résultats de l'enquête menée auprès des participants du Green Deal lors du dernier atelier de 2021, nous avons travaillé avec le comité du pilotage du Green Deal sur un programme attrayant pour 2022. Et cette année-ci, nous nous focalisons sur les rôles de chacun dans les achats circulaires. Les ateliers seront donc axés sur les outils et le conseil que les coachs et experts peuvent apporter, sur les acheteurs évidemment, sur les fournisseurs, et nous touchons aussi au rôle transversal du décideur politique et comment celui peut faire en sorte que l'achat circulaire soit encore plus répandu. Cette année, le groupe de produits emballage s'ajoute à 4 groupes déjà existants. Sur la slide suivante, vous trouvez ici un aperçu des différents thèmes qui seront abordés au cours des 4 ateliers en 2022 et au cours de l'événement de clôture de ces 3 dernières années de Green Deal. Alors, notez déjà les dates dans votre agenda. Chaque atelier suivra le même schéma. L'atelier commencera par une session plénière dans laquelle un orateur externe nous partagera son expertise et un projet exemplaire sera présenté. Par la suite, des sessions parallèles auront lieu par groupe de produits. Leurs objectifs sont d'analyser, de discuter et de résoudre les défis circulaires de la pratique quotidienne avec des collègues et des experts pour les 5 groupes de produits prioritaires. Les ateliers cette année-ci auront lieu en présentiel ou à distance en fonction des réglementations liées au Covid-19 en vigueur à ce moment-là. Dans un instant, je développerai le thème de l'atelier aujourd'hui. On annonce déjà que le 28 avril, nous organisons un atelier au cours duquel les acheteurs seront accompagnés par des experts sur des sujets spécifiques tels que l'analyse de cycle de vie, l'intégration du Total Cost of Ownership dans un cahier de charges, la traçabilité de l'origine des matériaux, etc. Le 2 juin, l'atelier sera focalisé sur les trajets d'achat circulaire des participants du Green Deal et nous échangerons nos expériences sur ce qui va bien et sur ce qui reste à faire. Le 29 septembre, nous remettons les acheteurs en contact avec les fournisseurs de produits circulaires dans les 5 groupes de produits prioritaires de 2022. Et le 24 novembre, nous clôturerons l'année 2022 par un événement au cours duquel nous tirerons les leçons de 3 ans de Green Deal et célébrerons aussi les projets réussis. En tant que signataires du Green Deal achat circulaire, les acheteurs se portent volontaires pour mettre en œuvre au minimum 2 projets pilotes d'achat circulaire sur une période de 3 ans et les facilitateurs s'engagent quant à eux à réaliser 2 nouvelles actions visant à soutenir les acheteurs dans leur démarche d'achat circulaire. Cette année-ci, nous vous inviterons de nous transmettre vos projets pilotes, petits ou grands, et le cas échéant d'indiquer l'état d'avancement de votre projet pilote. Pourquoi nous faisons cela? Pour évidemment vous encourager de lancer des projets concrets et ainsi booster les achats circulaires, mais aussi pour être en mesure d'adapter au mieux l'accompagnement de l'atelier 2 à vos besoins et de récolter les témoignages pour l'atelier 3. Nous le faisons également pour pouvoir féliciter tous les participants lors de l'événement annuel et pour pouvoir mettre des bons exemples en ligne. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder la loi relative au marché public et la circularité et nous parlerons également des labels, des clauses types et des checklists qui peuvent vous aider à rédiger un cahier des charges circulaire. Je vous souhaite un atelier intéressant. Merci Hélène pour cette présentation.
Je vais maintenant tout de suite donner la parole à Maître Bruno Lombartz et Maître Nicolas Caria de STIB pour leur présentation sur l'intégration de l'économie circulaire dans les marchés publics et les possibilités et points d'amélioration. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je suppose qu'on m'entend puisque je ne vois pas de réaction. Oui. Et que tout ça fonctionne bien. Je vois que les slides sont aussi affichés à l'écran. Alors, je suis Bruno Lombard. Je suis avocat chez STIB, au cabinet STIB, où je pratique le droit public et le droit des marchés publics. Je suis aussi enseignant aux facultés Saint-Louis. On doit dire maintenant l'Université Saint-Louis, qui est en voie d'être fusionnée avec l'UCL. Nicolas Caria, qui va parler avec moi et qui va intervenir pour la seconde partie de cet exposé, est également avocat au cabinet STIB et pratique aussi avec moi le droit des marchés publics. Il est également enseignant à l'université où il enseigne le droit européen. Alors, on nous a demandé de vous parler des possibilités qu'offre la réglementation des marchés publics pour faire des achats circulaires. Possibilités, les outils existent. Il y a aussi des points d'attention, comme le dit le titre, et des limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc, on va essayer, dans le temps qui nous est imparti, de vous donner les grandes lignes de ce qu'il faut savoir comme acheteur sur ces outils, ces possibilités et ces points d'attention ou limites. Tout d'abord, le cadre législatif, vous le savez tous, il nous est dicté par le droit européen. Ce sont des directives européennes dont les références sont indiquées, qui obligent les États à transposer des règles de passation, d'attribution des marchés publics. Alors, il y a une directive sur les secteurs classiques qui est résiduelle, et il y a une directive sur les secteurs spéciaux qui sont applicables aux entités actives dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, activités où il y a plus de concurrence, mais où les pouvoirs publics restent néanmoins encore assez présents. Et donc les règles des marchés publics sont généralement assouplies dans les secteurs spéciaux par rapport à ce qui existe dans les secteurs classique. Il y a également une directive sur les concessions de services et de travaux. Je pense que c'est sans doute moins important que les marchés publics pour ce qui concerne les achats circulaires, donc on n'en parlera pas dans la suite de l'exposé. Et enfin, il y a des directives sur la protection juridique, la manière dont on peut introduire des recours contre les décisions prises en matière d'attribution de marché. Alors, à côté de ces textes qui sont des normes, qui sont obligatoires, que les États doivent transposer, la Commission européenne a élaboré un tas de documents de travail, de guides qu'on appelle parfois livres blancs, parfois manuels de bonnes pratiques, parfois guidelines. Et si vous allez sur le site de la Commission européenne, sous un onglet circulaire ou circularité, vous allez trouver notamment un manuel acheté vert et puis un guide qui s'appelle Orientation pour les produits biosourcés dans les marchés publics. Ce sont des documents de portée générale, mais qui peuvent donner certaines inspirations, je dirais, pour vos achats. Alors, au niveau national, c'est le slide suivant. Au niveau belge, il y a la loi relative au marché public du 17 juin 2016 qui transpose les directives tant pour les secteurs classiques que pour les secteurs spéciaux. Un arrêté royal, ou plutôt deux arrêtés royaux qui concernent les règles de passation, un pour les secteurs classiques, l'autre pour les secteurs spéciaux. Un arrêté royal qui comprend les règles générales d'exécution des marchés publics, donc tout ce qui se passe après la conclusion du contrat, et éventuellement tous les incidents d'exécution qui peuvent survenir. Il y a enfin une loi sur la protection juridique qui organise les recours devant le Conseil d'État, devant les cours et tribunaux, dans un certain nombre d'hypothèses. Nous ne parlerons plus non plus de ces recours, ce n'est pas tant le sujet aujourd'hui. Alors au niveau national, il y a aussi d'une part des normes, c'est le phénomène de la normalisation dans un grand nombre de secteurs,
des normes dont la mise en œuvre est obligatoire lorsqu'on achète dans ces secteurs. Et puis, il y a un certain nombre de circulaires administratives, de recommandations, de guides, de prise de position politique ou administrative sur les achats circulaires. Ça ne manque pas, et si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver immanquablement beaucoup de choses. Alors, quelles sont les plus-values de la réglementation depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2016? Tout d'abord, on a admis de manière plus large des procédures, on appelle des procédures flexibles ou qui permettent la négociation ou le dialogue avec les candidats et les soumissionnaires. Il s'agit du dialogue compétitif, il s'agit des différentes procédures négociées, en particulier la procédure concurrentielle avec négociation dans les secteurs classiques. Il s'agit du partenariat d'innovation. Dans le passé, le recours à cette procédure était très limité en termes d'hypothèses dans lesquelles on pouvait les utiliser. Ces hypothèses ont été fortement élargies depuis la loi de 2016. Et donc, on peut, par exemple, faire une procédure négociée ou un dialogue compétitif lorsque les besoins du pouvoir adjudicateur ne sont pas disponibles sans adapter des solutions immédiatement disponibles. Donc, il faut adapter les solutions existantes. Autre hypothèse, les besoins du pouvoir adjudicateur incluent la conception ou des solutions innovantes. Encore autre hypothèse, le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec suffisamment de précision en se référant à des normes ou labels. Donc, il s'agit quand même de nombreux cas dans lesquels on ne peut pas acheter sur l'étagère, on the shelf, et où il y a de la conception, où il faut adapter les solutions immédiatement disponibles. Dans tous ces cas, on peut utiliser des procédures flexibles, on peut discuter avec les soumissionnaires d'une manière ou d'une autre, dialoguer ou négocier avec eux. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différences entre les procédures, ça nous mènerait trop loin. Mais en tout cas, ces procédures sont plus ouvertes que dans le passé, où elles étaient réservées à des hypothèses très, très strictes, limitées. Autre plus-value, c'est une reconnaissance explicite à la fois dans les directives et dans la législation belge des objectifs environnementaux, sociaux, éthiques que les pouvoirs adjudicateurs peuvent poursuivre à côté des objectifs purement économiques liés à l'achat. Et donc, lorsqu'on définit ces besoins, on peut les définir en référence à ces objectifs, à ces politiques européennes et nationales qui traversent les achats publics. Le critère du coût du cycle de vie est introduit dans la nation. On y reviendra quand on parlera des critères d'attribution. Et puis, il y a une attention plus particulière dans la nouvelle réglementation, enfin nouvelle, elle a bientôt 5 ans, mais attention plus particulière pour les petits acteurs, pour les PME ou les toutes petites entreprises, avec des obligations, par exemple, de diviser les marchés en lots, ou de se justifier quand on est pouvoir adjudicateur et qu'on ne peut pas diviser le marché en lots, avec des seuils qui sont relativement bas pour utiliser des procédures simplifiées, voire pour passer des marchés sur simple facture acceptée. Les marchés en dessous de 30 000 € peuvent être passés aujourd'hui selon des procédures très simplifiées et sont beaucoup plus facilement accessibles, je dirais, aux petits acteurs, de même que pour les marchés qui peuvent être passés en procédure négociée sans publicité. J'ai vu une question dans le chat, la PNSPP, c'est la procédure négociée sans publicité préalable. C'est donc de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas publier un avis de marché, on peut discuter tout de suite avec plusieurs candidats qu'on choisit. Et donc, c'est une procédure très souple. Alors, point suivant, on parlait de possibilités et de points d'attention.
l'intégration utile des enjeux de circularité dans nos achats impose de faire un usage de ce cadre légal et réglementaire. Lorsqu'en tout cas on a un pouvoir adjudicateur soumis au marché public, on est obligé de respecter les règles de la loi et des arrêtés que j'ai cités. Mais si on veut faire des achats durables ou circulaires, eh bien, il faut les utiliser d'une manière qui soit imaginative, un peu innovante, en exploitant toutes leurs possibilités, ce qui implique évidemment de les connaître et de les apprendre. Hein, et donc, ça nécessite de réfléchir à nouveau le cadre des marchés publics sous cette perspective-là. Il faut évidemment avoir des idées claires sur les limites imposées par ces règles. On ne peut pas tout faire non plus. Il reste des règles relativement contraignantes. Mais si on ne peut pas tout faire, on peut quand même faire beaucoup en prenant en compte un certain nombre de points d'attention. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer dans la suite de l'exposé. Alors, quand on lance un marché, on définit tout d'abord son objet. Qu'est-ce qu'on va acheter? Ça, c'est l'objet du marché. Et il faut le définir de la manière la plus précise possible, sachant qu'en définissant l'objet, eh bien, on peut aujourd'hui, sans limite, mais pour autant qu'on soit clair, sans grande limite, en tout cas sans limite dirimante, on peut le définir en se référant à des objectifs qui ne sont pas purement économiques. Hein, lorsqu'on veut acheter des véhicules, dire qu'on a besoin d'une voiture ou d'un bus ou d'un camion, ou de plusieurs voitures, bus ou camions, mais qu'on veut qu'ils soient hybrides ou bien qu'un certain nombre roulent uniquement avec des moteurs électriques, voire que devront pouvoir rouler à l'hydrogène. Enfin voilà, tout ça est possible et n'a rien d'illégal en termes de marché public. Mais il faut toujours être assez précis et détaillé et bien expliquer ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que les critères de sélection, les critères d'attribution devront avoir un lien étroit avec l'objet du marché. Je crois qu'on peut passer au point suivant. J'évite toujours d'aller trop loin pour ne pas empiéter sur ce qui sera dit tard. Alors, il faudra avoir une démarche de flexibilité pendant toute la durée du marché, tant pendant sa passation, c'est-à-dire la période ou la procédure qui précède la conclusion du contrat, que lors de l'exécution proprement de ce contrat. Dans la passation, ne pas hésiter à faire des études de marché, à faire des prospections, voire à recourir à la possibilité que la loi ouvre de faire de véritables consultations de marché, c'est-à-dire de s'adresser aux prestataires qui seraient candidats potentiellement au marché qu'on va lancer pour leur demander des renseignements sur ce qu'ils sont en mesure de produire, sur leur gamme, sur leurs produits. Alors il faudra toujours faire attention, ces renseignements devront vous servir à définir les conditions de votre marché. Donc vous devrez toujours être très prudent, de rester très objectif et de ne pas privilégier indûment quelqu'un que vous auriez consulté, qui vous aurait déjà fait miroiter certains prix ou certaines conditions. Donc il faut en rester à ce qui est purement nécessaire pour s'informer sur ce qui existe. On peut utiliser, je l'ai dit, des procédures avec négociation ou des procédures flexibles. Alors il faudra aussi faire preuve de souplesse, en tout cas d'une conception de flexibilité dans la définition des conditions d'exécution, des conditions contractuelles d'exécution. On pourra par exemple avoir recours à des marchés avec des tranches fermes, des tranches conditionnelles. C'est quelque chose qui est possible de structurer, qui permet d'avoir une tranche ferme, on est sûr qu'on va l'exécuter, et puis sur base de ce résultat-là, on pourra passer à des tranches conditionnelles, on pourra en quelque sorte avoir une espèce de
de première expérience de l'exécution du marché avant de décider d'aller plus loin. C'est souvent utile. Attention de ne pas avoir des règles trop strictes, notamment en matière de droits intellectuels, qui seraient handicapantes pour les prestataires ou qui les feraient hésiter si on leur demande de céder tous leurs droits sans que ça ait une justification. Eh bien, ils vont sans doute, s'agissant de produits ou de services innovants, ils vont être très réticents. Voilà, et donc prévoir des structures de consultation qui stimulent l'ajustement et la coopération. Ça veut dire que quand on utilise des procédures négociées ou de dialogue, il ne faut pas vouloir tout cadenasser à l'avance, puisqu'on s'ouvre à la discussion et aux propositions du partenaire qui va présenter ses produits ou ses services. Il faut donc pouvoir ajuster la définition de ses besoins, ses spécifications, pour les adapter et aboutir au mieux à la manière d'exécuter les besoins qui n'est pas encore tout à fait connue en amont. Voilà, j'en ai fini et je cède la parole à Nicolas Caria pour les critères de sélection. Juste pour information, il reste environ 10 minutes. Oui, merci. Alors, ce qu'on fait ici maintenant, une présentation générale de type de clause, de modalités envisageables d'un point de vue juridique. C'est évidemment ici très général et il est pertinent de l'opérationnaliser, de le concrétiser sur base d'une approche plus concrète par secteur, mais bon, ce sera l'objet de la suite de cet atelier. Au-delà de ce qu'on a dit de manière générale actuellement, pour l'instant, il y a en fait 3 grandes manières d'intégrer concrètement les préoccupations, les priorités circulaires dans les marchés publics, qui vont être ici, et donc sera proprement juridique, les critères de sélection, les conditions d'exécution du marché et les critères d'attribution. On va expliquer ce que c'est. Premièrement, les critères de sélection, qu'est-ce que c'est? Ce sont des critères qui sont relatifs non pas à une offre précise dans le cadre d'un marché particulier, mais bien qui tiennent à l'entreprise elle-même. Donc, on fixe des règles qui vont dire qui va pouvoir participer, qui va pouvoir remettre une offre. Il y a d'abord des motifs d'exclusion, donc des choses qu'on ne peut pas avoir faites, dont on ne doit pas s'être rendu coupable pour pouvoir participer au marché. Et la mauvaise application de la législation environnementale est une de ces causes d'exclusion. Il y a également, de manière plus positive, des critères qualitatifs que les entreprises qui veulent pouvoir participer doivent démontrer pour participer au marché. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Et en particulier dans un cadre circulaire, ça peut être des références quant à des chantiers, des fournitures, des services précédemment prestés. Ça peut être indiquer des techniciens ou des organismes techniques qui vont être mobilisés ou qui sont mobilisables dans le cadre du marché et auxquels on va pouvoir faire appel pour maîtriser les techniques, notamment en matière de circularité. Même chose avec du suivi de gestion ou des systèmes de gestion, des équipements techniques, des qualifications professionnelles. C'est donc ici démontrer pour ces entreprises qu'elles sont en mesure, globalement et abstraitement, de pouvoir répondre aux besoins qui est exprimé. Alors, quels sont, et on peut passer au slide suivant, les points d'attention quand on fait cela? Ils sont de 2 ordres. Le premier, il est avant tout opérationnel en opportunité. C'est évidemment, il faut éviter de placer la barre trop haut. Placer la barre trop haut en termes de référence, placer la barre trop haut en termes de chiffre d'affaires. Alors, évidemment, on a toujours envie, en tant que pouvoir adjudicateur, de pouvoir compter sur des partenaires fiables qui ont démontré une expérience, qui ont démontré une capacité, qui ont démontré une solidité financière et une expérience. Néanmoins, comme dans le cadre de tout marché, il faut bien comprendre qu'en faisant ça, par les effets de seuil, on peut être amené à exclure, même si ce n'est pas l'intention, des petites structures. Des structures qui viennent de débuter, qui n'ont pas forcément beaucoup de références, qui éventuellement aussi se trouvent plutôt dans l'économie dite sociale ou l'économie mixte. Et donc, en particulier dans un marché circulaire,
on doit être attentif à permettre la participation d'acteurs créatifs, récents, innovants, en ne fixant pas des seuils trop élevés. Donc ça, c'est la préoccupation générale, opérationnelle. Elle est en lien avec le deuxième groupe de préoccupations qui sont sur le slide, qui elles sont plutôt juridiques. C'est-à-dire que ça doit être non discriminatoire, ça ne doit pas être déraisonnable. Il faut pouvoir démontrer le lien maximal avec l'objet du contrat, donc que l'exigence qui est exprimée, elle est cohérente et qu'elle est justifiée au regard de l'objet du contrat. Il y a également, et on va y revenir, on va insister là-dessus, le besoin de fixer des exigences avec des seuils d'exigence qui soient objectifs et qui soient vérifiables. Le but, c'est donc de se raccrocher un maximum à des normes établies, à des systèmes de référence, qui soient externes, qui soient également gérés par des tiers, par des organismes de certification. Pourquoi? Alors, la difficulté vient du fait qu'on est également dans un secteur des filières qui sont en création, ou peut-être certaines normes tardent à émerger, ou vont émerger prochainement. Mais le danger, c'est évidemment de formuler des exigences qu'on n'est pas en mesure opérationnellement de vérifier. Et donc, en réalité, de devoir se fier à la bonne foi aux déclarations unilatérales des opérateurs économiques. Ce qui pose un problème opérationnel, mais qui, dans un second temps, peut également poser un problème juridique dans la comparaison des offres, puisque vous pourriez vous voir reprocher par un opérateur économique déçu d'avoir en fait approuvé les déclarations d'un autre opérateur économique qui vous a fait quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Et donc, c'est vraiment important ici, pour être ambitieux, mais tout en se préservant de toute critique à cet égard, de pouvoir se reporter un maximum sur des exigences qui soient objectives et qui soient vérifiables. Voilà. On peut passer au slide suivant. Deuxièmement, les spécifications techniques, les exigences d'exécution. Alors, ici, on n'est plus dans des exigences qui tiennent à la personnalité, aux caractéristiques, à l'expérience de l'opérateur économique. C'est dans le cadre de l'offre qu'il déposera, quelles sont des exigences d'exécution minimales, intangibles qu'on fixe. Mais face à une évaluation de type binaire, c'est-à-dire que l'offre qui est déposée, elle doit répondre à ces exigences minimales, pouvoir être prise en compte. Alors, ça peut inclure, nous dit le cadre légal réglementaire, des caractéristiques environnementales, ça peut inclure processus, la méthode de production, d'exécution des travaux, un processus propre également à un autre stade de leur cycle de vie, donc typiquement au stade du recyclage, de la valorisation, de la fin de vie. Et donc ici, évidemment, c'est à affiner selon une approche par secteur, mais typiquement, qu'est-ce qu'on peut demander? On peut demander une durée de vie garantie pour un produit, on peut demander que le matériel utilisé soit réutilisable et pas à usage unique. On peut demander que certains matériaux ou certains modes de conception soient favorisés pour permettre plus facilement une revalorisation en fin de vie. On peut demander des matériaux biosourcés. On peut imposer, dans le cadre d'un chantier de construction, la réutilisation sur site de certains matériaux qui proviendraient d'un bâtiment à démolir. Donc, toutes sortes de modalités qu'au cas par cas on peut définir et que le cas échéant on peut cumuler. Ici également, les points d'attention, ils sont en réalité, on est sur le slide suivant, du même ordre. Ici également, on doit avoir des exigences réalistes compte tenu de l'offre de marché. Parce que le risque, qu'est-ce qu'il est si on a des exigences démesurées? Le premier, il est opérationnel, c'est de ne pas avoir d'offre. Tout simplement, parce que personne n'est en mesure de répondre. Ou d'avoir des offres, mais très peu, et à des conditions financières qui ne sont pas avantageuses. Alors, évidemment, c'est une politique qui est menée. On sait qu'on va avoir tendance à payer plus cher
si on veut avoir une approche vertueuse en termes d'achat, une approche durable de manière circulaire. Mais évidemment, ça dépend où on place le curseur. Et plus donc on va avoir tendance à être sévère ou irréaliste, plus on risque de ne pas avoir d'offres intéressantes. Et ici également, les points d'attention juridiques sont les mêmes. Il ne faut pas être discriminatoire entre les opérateurs économiques, il ne faut pas être déraisonnable. Il faut pouvoir démontrer que la spécification technique, elle a quand même un rapport avec l'objet du marché. Et, encore une fois, sur base de notre expérience, sur base de ce qu'on a déjà vu, sur quoi est-ce qu'il faut insister? C'est vraiment pouvoir, pour vous protéger en quelque sorte, pouvoir rendre votre évaluation inattaquable, également pour vous faciliter la vie opérationnellement, c'est que cette évaluation, elle doit se baser un maximum sur des certifications externes, que ce soit des normes ou éventuellement des évaluations de la part de tiers. Je m'explique. Imposer telle part de matériaux biosourcés ou le fait que telle ou telle proportion de déchets qui sont évacués soit recyclée, si vous n'avez pas une attestation, une norme d'un tiers qui vous prouve la réalité des déclarations adjudicataires, vous vous exposez à la critique, évidemment, des autres qui vous diront que vous n'avez pas fondé votre évaluation sur la base de faits objectifs et que donc votre mise en concurrence, en réalité, n'a pas été valablement opérée parce qu'elle ne s'est pas basée sur des faits objectifs. Voilà. Alors, troisième type de modalité de mise en œuvre de ces préoccupations circulaires, c'est le critère d'attribution. Alors, ici, on est bien sur les offres, mais on n'est pas sur une analyse binaire de savoir est-ce que l'offre répond ou pas à des normes intangibles minimales. On a une évaluation par degré. L'offre répond plus ou moins bien à des exigences de circularité qui sont définies par le cahier spécial des charges et qui peuvent en fait être les mêmes que celles qu'on a évoquées dans le cadre des modalités d'exécution, des spécifications techniques. Il est tout à fait possible de dire on doit atteindre tel niveau de circularité en tant que minimum, mais tout ce qui est au-dessus, eh bien ça, c'est valorisé en tant que critère d'attribution. On peut combiner les deux, le cas échéant. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire sur la base des critères d'attribution? Eh bien, comme on vient de le dire, il y a d'abord prendre des critères qui soient proprement qualitatifs, qui vont valoriser le caractère circulaire de l'offre. Ça, c'est le premier bullet. Une autre approche qui peut être intéressante, plus indirectement, c'est le fait de tenir compte pour l'attribution, non pas du prix qu'on va payer, mais du coût pour le pouvoir adjudicateur d'un bien ou d'un service tout au long de son cycle de vie, en tenant compte de sa construction, de son utilisation, éventuellement de sa fin de vie avec la valorisation. Alors, ça peut être internalisé. On peut dire, par exemple, à un fournisseur qu'il devra également prendre en compte l'entretien durant tout le cycle de vie et également en fin de vie assurer la valorisation. Il remettra un prix pour l'ensemble. On peut également tenir compte de coûts externes au contrat lui-même. Si vous commandez un bâtiment, mais en fonction de sa performance énergétique, eh bien, vous allez pouvoir tenir compte de l'énergie que vous seriez appelé à consommer durant le cycle de vie du bâtiment. Ce n'est pas des coûts que vous devriez payer à l'adjudicataire, mais vous allez donc pouvoir indirectement tenir compte pour l'attribution du contrat des performances énergétiques du bâtiment. Une autre approche en termes de critères d'attribution et qui peut avoir son sens dans le cadre de marché circulaire et ou dans lequel on prône une approche durable, c'est de ne pas avoir de critères de prix. Donc, on ne fixe pas de critères de prix, on fixe uniquement un budget maximal qui est obligatoire pour tous les opérateurs économiques, en les comparant uniquement sur la base de critères qualitatifs. Voilà. Donc, slide suivant. Ici aussi, donc, on est allé très vite, mais point d'attention, encore une fois, elle-même. C'est qu'il faut se montrer ambitieux, mais néanmoins réaliste
obtenir suffisamment d'offres et pouvoir comparer ces offres. Et encore une fois, selon notre expérience, ce qui est le plus important, c'est de fixer des critères qu'on va être en mesure d'évaluer et de vérifier pour évaluer chaque offre et les comparer. Voilà. Donc, nous en avons au pas de course terminé pour cette présentation. Puisque tout le monde disposera des slides, je ne reviens pas forcément sur les éléments qui se trouvent sur ce slide de conclusion qui résume en réalité ce que nous avons dit avant. Et donc, nous pouvons laisser la place à partir de maintenant aux éventuelles questions de la salle. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions dans le chat. Alors, je prends la première question. Au-delà du risque de faire fuir les opérateurs potentiels ou d'empêcher l'accès au marché, la fixation d'un critère déraisonnable risque même de violer le principe de proportionnalité qu'on perd parfois de vue. Bon après-midi. Vous aussi, au revoir. Merci pour les micros. Voilà, par rapport à ce commentaire, avez-vous une réaction? Je pense que ce n'est pas vraiment une question, c'est une précision qui est tout à fait correcte. Hein. Enfin, oui, oui. Okay. Nous avons attiré votre attention sur un certain nombre de points d'attention, de choses à faire ou de choses à ne pas faire. Mais c'est vrai qu'on peut analyser les choses d'une autre manière en se disant, si on fait ça, quelle pourrait être la sanction juridique en cas de recours. Voilà, souvent dans ce cas-là, on n'a pas de recours parce qu'on n'a même pas d'offre. Donc voilà, c'était un peu le... Oui. C'était un peu le point de vue. Alors une vraie question. Si on cote le taux de recyclage ou le taux de réemploi dans un marché de fourniture, comment vérifier lors de l'ouverture que le taux annoncé est réellement exécuté dans l'entreprise? Et la même chose est transposable aussi au marché de travaux. Et là, la question est, n'est-ce pas un piège que de définir en amont un taux qui, une fois le projet négocié, ne correspondra peut-être pas à la réalité? Et comment estimer ce taux? Donc, il y a les deux aspects de vérification, que ce soit en marché de fourniture ou en marché de travaux. Et alors, l'estimation, dans tous les cas pour les marchés de travaux, du taux de réemploi et de recyclage. Mais c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a dit, évidemment, sur la difficulté de vérifier, de poser des exigences concrètes et objectives qu'on va pouvoir vérifier. Et aussi, un facteur à prendre en compte, c'est le fait, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que la valorisation doit avoir lieu immédiatement ou éventuellement ne pas avoir lieu dans très longtemps. Par exemple, sur les marchés qu'a dû passer la région wallonne suite aux inondations durant l'été, un des critères d'attribution pour le marché d'évacuation de ces déchets a été le taux de réemploi et le taux de valorisation. Donc, selon qu'on était enfoui, incinéré ou valorisé, eh bien, les soumissionnaires, dans ce cadre-là, étaient amenés à déposer des attestations de ce qu'ils... des filières pour pouvoir démontrer qu'effectivement, ils annonçaient un taux de réemploi, et bien effectivement, il y avait corrélativement un tiers qui s'engageait à les traiter. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, mais effectivement, c'est le fait, si on repart sur que ce soit sur les bâtiments ou sur ce que vous avez mentionné qui étaient des appareils électroniques, eh bien, on doit pouvoir effectivement s'assurer de ça. Et il y a plusieurs manières de s'en assurer. Premièrement, c'est que le corollaire de ça, c'est que dans le contrat, il est bon de prévoir des sanctions contre l'opérateur économique qui ne respecterait pas ses engagements. On doit pouvoir lui reprocher cela. Et deuxièmement, c'est aussi, ça permet, selon notre expérience, de pouvoir montrer la cohérence d'un système. On a des engagements, mais derrière, ce n'est pas respecté. On a une sanction.
et notamment le Conseil d'État dans un arrêt, on ne concernait pas exactement ceci, mais c'était sur des engagements de performance environnementale d'un bâtiment, va pas dit effectivement, en réalité, un engagement, c'est forcément sujet à caution, mais il va quand même aller un peu plus loin en vérifiant la crédibilité de l'engagement. Si vous expliquez, vous faites quelque chose dans 2 semaines, dans 5 ans, dans 10 ans, effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tant que pouvoir adjudicateur, ce que vous pouvez pouvoir dire, c'est que votre régime contractuel est cohérent, parce que vous avez des mécanismes dans le cadre du contrat qui vous permettent d'assurer le respect des engagements, et que tout de même, vous avez été le plus loin possible au stade de l'attribution pour pouvoir vérifier la crédibilité des engagements au moment où ils sont pris. Si je peux ajouter quelque chose, effectivement, prévoir des sanctions est toujours une bonne chose. Je vois aussi que dans une des 2 questions, le cas est évoqué où on fixe des taux ou des exigences de performance, mais on ne sait pas vraiment le mesurer, contrôler. Donc ça, c'est évidemment à éviter, parce que de coter ou d'exiger des niveaux de performance ou des taux qu'on ne sait pas vérifier, ça, il ne faut jamais le faire. Et donc, voilà. Et comment vous estimeriez le taux, pour prendre une sous-question, comment estimer le taux dans le cadre d'un marché public de travaux, par exemple, le taux de recyclage? Là, il y avait une question, oui, sur le taux de recyclage. Si je comprends bien la question, c'est une question où les circonstances économiques changent en cours d'exécution. C'est ça qui est évoqué. Oui, il y a ça aussi, mais il y a de toute façon, indépendamment des circonstances économiques, si on reprend la question juste au-dessus, voilà, il y a un taux à définir en amont, mais comment est défini ce taux et comment estimer ce taux? Mais le conseil qu'on a, c'est le plus possible de recourir à des normes ou à des labels quand ils existent, et donc de se baser sur le know-how existant. Et s'il n'y en a pas, je crois qu'il faudra toujours être prudent. Et là, on n'est plus vraiment dans le juridique, on est vraiment dans l'opérationnel. Et donc, je ne sais pas plus que vous comment faire. Je crois que ça dépendra de chaque secteur et les ateliers qui suivent seront évidemment très intéressants. Savoir dans chaque secteur qu'est-ce qui peut raisonnablement être défini, ce qu'on peut raisonnablement attendre et qui peut être vérifié. C'est ça qu'il faudra faire. Et puis, sur la question suivante, là, on est dans un cas où on peut invoquer la théorie de l'imprévision qui existe en marché public. Donc, lorsque des circonstances imprévisibles au moment du dépôt de l'offre surviennent dans le cadre de l'exécution et que ces circonstances modifient l'équilibre économique du marché, eh bien, le prestataire qui est préjudicié, par exemple parce que le prix de l'acier ou de l'aluminium a fortement augmenté les derniers 6 mois, comme ça arrive souvent, parce que le prix de l'énergie a fortement augmenté, ou bien parce que, dans l'exemple cité, il y a une réduction de disponibilité pour le recyclage, eh bien, le prestataire peut demander une révision des conditions du marché, une révision du prix, une révision des délais, cas échéant. Et donc, voilà, donc il y a une soupape de sécurité. Mais il faut qu'il s'agisse de circonstances imprévisibles. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps ou si voilà. Il y a encore pas mal de questions, mais je vois le temps qui passe. Donc, on va peut-être passer à la deuxième partie sur les labels et on enverra alors les questions à Maître Bruno Lombard et Maître Nicolas Caria s'ils acceptent pour qu'ils puissent peut-être apporter quelques éclaircissements par rapport aux questions qui restent.
Merci beaucoup. Merci. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Rob Reinhardt de Coduco pour expliquer comment utiliser le label dans les marchés publics. Bonjour, merci beaucoup. Je vais vous expliquer aujourd'hui un peu donc, comment on peut utiliser les différentes écolabels dans les marchés publics. Vous pouvez tout de suite aller aux slides suivantes qui démontrent bien le problème. On a plein de labels, publicités, etc. Et donc, il faut faire le choix parce que déjà, on ne peut pas choisir, on ne peut pas utiliser tous les labels, ce n'est pas permis par la législation. Et deux, il y a pas mal de labels trompeuses. Et donc, on va essayer de faire un peu un tour pour vous montrer ce que vous pouvez faire dans les marchés publics. Et ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de bonnes solutions et plein de bons labels que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aller un slide en arrière, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre comment je me suis retrouvé dans les marchés publics. J'ai commencé à faire des recherches pour un site web qui s'appelle infolabel.be et qui existe toujours, et c'est un site web qui fait des descriptions pour des labels. Donc, vous pouvez déjà, une fois, aller regarder le site, c'est très intéressant si vous voulez savoir un peu plus sur les différentes écolabels. Et comme ça, je me suis retrouvé dans le monde des marchés publics durables. Et entre-temps, je suis un formateur et je réponds à pas mal de questions pratico-pratiques. La relecture des cahiers de charges, c'est plus ou moins 200 à 300 par an pour différentes institutions comme le Parlement européen, Bruxelles Environnement ou la Banque européenne d'investissement. Donc, je ne viens pas du tout avec un regard juridique, je viens vraiment avec un regard ultra pratique. Comment est-ce qu'on peut introduire des clauses durables, circulaires dans vos marchés? Vous pouvez aller aux slides suivantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser les labels dans vos marchés. C'est via une étude de marché, parce que ça, on n'a pas encore en parlé, mais c'est très important et c'est vraiment un outil pour lequel les labels seront très adaptés, ou on peut, bien sûr, les insérer dans les cahiers de charges. Après, il faut faire le tri, il faut regarder quels sont les labels qu'on peut utiliser, et finalement, je vais vous montrer quelques outils que vous pouvez utiliser pour construire vos cahiers de charges. Vous pouvez aller aux slides suivantes. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les labels? Il y a 3 possibilités pour utiliser les labels. Je pense qu'il faut encore cliquer une fois. Oui, merci. La première chose, c'est pour faciliter l'étude de marché. La deuxième, c'est pour faire une description des critères durables d'un produit ou d'un service, parce que faire des achats, ça devient de plus en plus complexe. Et avant, la législation permettait l'utilisation des labels. On avait parfois des cahiers de charges qu'on ne comprenait quasi plus. Ça devenait tellement technique. Et c'est pour ça que l'utilisation des labels a quand même fortement facilité la compréhension des cahiers de charges. Et il y a encore une troisième possibilité qui n'est pas souvent utilisée, mais on peut aussi utiliser les labels pour vérifier certains critères durables d'un produit, d'un service ou des travaux. Aux slides suivantes, j'ai mis 2 captures d'écran pour des sites web, des labels. J'ai pris 2 qui sont quand même souvent utilisés. Le premier, c'est l'écolabel européen et le deuxième, c'est le label Ange Bleu. Et depuis quelques années, tous ces sites web des labels, ils ont un inventaire très long des produits et très détaillé des produits qui sont labellisés. Il y a 15 ans, quand je commençais à faire la recherche sur les labels, ça n'existait pas. Mais la digitalisation a quand même fortement aidé les choses. Et donc, ça veut dire que via les outils qui sont les labels, on peut facilement faire une étude de marché. On peut simplement aller vers le site web. Je prends l'exemple à droite, le site web de l'Ange Bleu. Vous pouvez sélectionner le type d'imprimante que vous voulez acheter. Ça peut être une imprimante simple, un multifonction, etc., etc. Et vous pouvez regarder quels sont les produits qui ont obtenu le label. Si à ce moment, il y a des centaines de produits qui sont affichés, vous savez que c'est très facile d'acheter alors une imprimante avec ce label-là. La même chose pour le site web d'Écolabel européen. Et donc, ça, c'est vraiment la première étape pour utiliser les labels. C'est pour savoir est-ce que le marché peut me fournir des produits
écologique des produits circulaires. Alors, la deuxième étape pour utiliser les labels, c'est pour faciliter la description des critères. Comme j'ai déjà dit, avant, on voyait souvent 20-30 pages de description technique dans les cahiers de charges d'un marché. Maintenant, on le remplace par une phrase. Nos produits ou les produits livrés doivent être conformes les critères du écolabel européen, du label Ange Bleu, du label Ecotex, etc., etc. On doit toujours permettre l'équivalence. Juridiquement, c'est une obligation. Mais en pratique, on voit que c'est vraiment un problème purement théorique. Et je vais vous expliquer le raisonnement derrière. Et une fois que vous avez compris, vous n'allez plus jamais avoir peur de recevoir une énorme farte avec des preuves équivalentes, parce qu'en réalité, ça n'existe quasi pas. Je l'ai vu une fois en 10 ans, donc il ne faut pas vraiment avoir peur d'utiliser les labels pour cette raison-là. La raison est très simple. Si un fournisseur doit prouver l'équivalence avec un label, ça veut dire qu'il doit faire tester ses produits. Et c'est ça l'étape qui est le plus coûteux. Il doit aller vers des laboratoires qui vont prouver que ces produits sont conformes les critères derrière un ou l'autre écolabel. L'utilisation de l'écolabel est souvent gratuite. Donc, s'il a fait tous ces tests, il va automatiquement demander le label parce que ça lui donne un avantage supplémentaire au niveau de la communication. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devez avoir peur de recevoir des dossiers d'équivalence, parce qu'en réalité, on ne le voit pas. Le seul cas que j'ai vu, c'est le cas d'Ecovert, qui date de plus ou moins il y a 10 ans. Et Ecovert ne voulait pas demander l'écolabel européen parce qu'ils trouvaient que leur image était plus écologique que le label. On est maintenant 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ecovert a aussi demandé l'écolabel européen. Et donc, n'hésitez surtout pas à utiliser des labels pour cette raison-là. C'est vraiment une raison purement théorique et ça pose aucun problème, la théorie d'équivalence avec les labels. Alors, vous pouvez aussi utiliser pas tous les critères d'un label, vous pouvez aussi aller aux slides suivantes, parce que parfois, il y a des labels qui poussent un peu trop loin et qui font en sorte qu'il n'y a qu'un ou deux critères du label qui sont vraiment intéressants pour votre marché. Un très bon exemple de ce type de label, c'est le label TCO pour le matériel informatique. Ils ont des très intéressants critères, par exemple, concernant l'ergonomie, mais il y a très peu de produits labellisés sur le marché. Et alors, vous pouvez prendre quelques critères du label et vous pouvez accepter le label comme preuve pour les critères que vous voulez introduire dans votre cahier de charge. Ça veut dire que votre marché ne bénéficiera pas de produits labellisés, pas nécessairement, et donc ça ouvre un peu plus le marché parce qu'à part les produits labellisés, il y a sans doute encore des autres produits qui ont des critères concernant l'ergonomie et qui peuvent prouver qu'ils sont conformes de tel ou tel critère. Alors, on va aller faire le slide suivant qui démontre un peu les avantages et les inconvénients des labels. Et donc, les avantages, premier avantage, c'est très facile à utiliser. Je viens de vous dire qu'au lieu de décrire 10 pages, 20 pages de description ultra technique, vous allez les remplacer par une phrase. Donc, première chose, facile à utiliser. Deuxième chose, il y a plein de bons exemples. Il n'y a pas seulement des bons exemples dans les marchés, mais quand vous allez ouvrir peu importe quel outil pour les marchés durables, pour les marchés circulaires, vous allez voir que tous ces outils-là utilisent aussi les labels. Donc, c'est testé, c'est vraiment sécure au niveau juridique, il ne faut vraiment pas avoir peur de les utiliser. C'est rapide et c'est efficace. Si vous avez un marché et il y a plein de marchés où vous n'avez pas vraiment le temps de regarder mais quels sont les critères que je dois introduire, vous pouvez aller vers le site d'un écolabel. Vous pouvez regarder est-ce qu'il y a assez de produits sur le marché. Si c'est le cas, vous pouvez simplement mettre ce label dans les spécifications techniques. Si vous hésitez encore, vous allez le mettre dans les critères d'attribution et vous allez accorder un certain nombre de points à ce label.
Et donc, en 10-15 minutes, vous pouvez rendre votre marché beaucoup plus durable, beaucoup plus circulaire. Donc, ça peut vraiment être un outil que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas beaucoup de temps de rendre vos cahiers de charges plus circulaires. Un dernier avantage, et ça, c'est pas très bien connu, c'est que on utilise toujours le mot écolabel, mais derrière ce mot-là, il y a plein d'autres critères qui ne sont pas nécessairement liés à l'environnement. Dans les critères des labels, il y a aussi des critères de qualité de produit. Je vous donne un exemple. Quand vous allez acheter une peinture avec l'écolabel européen, il y a plein de critères dans le cahier de charges. Par exemple, la résistance au frottement, la lavabilité de la peinture. Et donc ça, c'est tous des critères de qualité qui garantissent pas seulement que le produit est écologique, mais en plus que le produit va résister, va être durable dans le temps et que vous n'allez pas devoir repeindre rapidement après. La même chose est, par exemple, pour les critères de santé. Et il y a plein d'autres critères qui sont très intéressants derrière les labels qui ne sont pas du tout en lien avec l'environnement. Malheureusement, comme avec toutes les bonnes choses, on a aussi certains inconvénients. Et donc, les labels, par exemple, n'existent pas pour tous les produits. Ça, c'est plus embêtant parce qu'il y a des catégories de produits pour lesquelles il n'y a aucun label. Et en plus, ce sont surtout les catégories de produits qui sont un peu plus techniques. À ce moment, on doit aller vers des autres outils, comme par exemple les normes, et je vais y revenir encore à la fin de ma présentation. Deuxième inconvénient, il faut savoir quel label que vous pouvez utiliser, parce que dans la législation, il y a une partie très détaillée qui fait la description des labels que vous pouvez utiliser dans le cadre des marchés publics. De nouveau, j'y reviens tout de suite. Et il y a beaucoup de mauvais labels. J'ai mis quelques exemples dans les slides et on va les découvrir ensemble avec vous. Et je vais vous expliquer pourquoi ce sont des mauvais labels. Alors, aux slides suivantes, vous allez retrouver la partie de la législation. Donc, j'ai simplement copié-collé le paragraphe concernant les exigences du label. Et vous allez voir qu'il y a 5 exigences pour pouvoir utiliser un label dans le cadre des marchés publics. Première chose, les critères doivent être en lien avec l'objet du marché. Je pense que c'est logique et c'était aussi déjà évoqué que c'est le cas pour toutes les spécifications techniques et tous les critères d'attribution. C'était déjà évoqué dans la présentation avant. Les exigences du label doivent être fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoire. Ça veut dire que faire un écolabel et dire « Ah, pour obtenir mon label, il faut une peinture écologique », ça ne marche pas. Il faut faire référence à des critères qu'on peut mesurer. On peut regarder les émissions de COV dans la peinture, on peut regarder la présence de certaines substances toxiques, mais on ne peut pas utiliser pour son label des descriptions très floues comme écologique, durable, circulaire. Donc, on doit rentrer beaucoup plus dans les détails. Le label doit être établi dans une procédure transparente. Ça veut dire que tout le monde doit avoir accès au cahier de charges. On doit avoir consulté les différentes parties prenantes. Quatrième critère, ça doit être accessible à toutes les parties intéressées. Donc, on ne peut pas dire « oui, mais mon label, c'est uniquement pour le non-profit » ou « mon label, c'est uniquement pour les entreprises ». Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le label doit être accessible à tous. Et le dernier critère, qui est peut-être le plus important, c'est que le label ou les critères derrière le label doivent être vérifiés par un organisme tiers. Donc, en gros, quand vous allez utiliser un label dans vos marchés publics, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous appuyer sur les organismes tiers qui ont fait tout le travail de la vérification des critères pour vous. Et la seule chose que vous devez encore faire, c'est vérifier si le label est présent sur les produits. C'est beaucoup moins de travail pour vous et donc c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement facile d'utiliser les labels dans le cadre des marchés publics. Alors, aux slides suivantes, on a 3 mauvais labels
Il y a un qui n'est même pas un label, c'est le premier, c'est le point vert. Ce n'est pas un label, c'est plutôt où ça veut simplement dire qu'une entreprise qui a mis des emballages sur le marché a payé une contribution à FOSS+. Donc, c'est quasi une obligation légale à laquelle l'entreprise répond. Par contre, quand on regarde cette image, on pense que c'est un produit de l'économie circulaire. Il est vert et il y a 2 flèches qui tournent en rond. C'est très bien choisi par le graphiste. Par contre, aucun plus-value pour vos marchés. Donc voilà, ce n'est pas un label, on ne va pas l'utiliser dans le cadre des marchés publics. Le deuxième est un cas très intéressant qu'on trouve assez souvent sur les emballages. On le trouve sur des emballages compostables. Ce qu'il faut savoir sur ce label-là, c'est que les critères du label étaient fixés il y a plus ou moins 15 ans, au moment que quand les plastiques compostables passaient via les centres de compostage, il restait encore 4 jours dans le centre de compostage. Maintenant, le temps de circulation des déchets compostables est beaucoup plus rapide, ce qui veut dire que ces plastiques-là, ils sont plus compostables. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Mais les entreprises, ils les enlèvent et ils ne sont pas compostés, ils sont mis dans les emballages classiques. Donc, en théorie, c'est un bon label. Il y a un contrôle derrière, il y a des critères derrière. En pratique, ça n'a aucun sens de l'utiliser. Et le dernier label, le label EMAS, c'était déjà évoqué, on peut l'utiliser dans les critères de sélection, mais c'est un label qui regarde le système de management. Il n'y a aucun seuil minimal dans ce label. On va juste regarder si on a installé un système de management et si on progresse d'année en année. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, l'EMAS fêtait ses 20 ans du label et une des entreprises qui était prominent à la fête du EMAS, c'était Volkswagen. Et 2 jours après, il y avait le gros scandale Volkswagen concernant les émissions. Juste pour vous dire qu'un système de management, c'est très intéressant, mais ça ne va pas rendre vos marchés plus écologiques. En plus, on peut l'utiliser dans les critères de sélection et les critères de sélection n'entrent plus en jeu dans l'exécution du marché. Donc voilà, ce type de label, on ne va pas l'utiliser. Il y a plein d'autres labels qu'on ne peut malheureusement pas utiliser. Les labels qui sont non liés à l'objet du marché. On a déjà dit, EMAS ISO 14001, on peut l'utiliser dans les critères de sélection, mais une fois dans les spécifications techniques, critères d'attribution, ça a beaucoup moins de sens de les utiliser. Surtout, comme je viens d'évoquer, ces labels-là n'ont aucun seuil minimum. Le deuxième est un peu dommage, parce que le label Cradle to Cradle, c'est un des seuls labels purement économie circulaire. Malheureusement, ce label a plein de critères qui ne sont pas liés aux produits qui sont mis sur le marché. Et donc, c'est pour ça que moi, je serai très prudent de mettre le label Cradle to Cradle dans les spécifications techniques ou dans les critères d'attribution. Par contre, le label a des critères très intéressants, surtout à partir du niveau Gold, parce que les niveaux bronze et argent sont beaucoup moins intéressants, mais à partir du niveau or et platina, ça a vraiment un intérêt de regarder les critères et éventuellement même utiliser les critères et utiliser le label comme méthode de vérification, parce que ça, c'est possible. Mais utiliser le label dans son entièreté, malheureusement, il y a quand même un risque juridique parce que tous les critères ne sont pas liés à l'objet du marché. On a plein de labels sans procédure transparente et ouverte. On appelle ça de la publicité. Vous pouvez aller au slide suivant. Juste pour votre information, il reste environ 5 à 10 minutes. Oui, pas de souci, ça devrait aller. Ça s'appelle la publicité et on le voit apparaître partout. Et on le voit apparaître un peu en vague. Il y a quelques années, c'était les voitures qui étaient tout d'un coup tous écologiques. Vous voyez les grandes 4x4 avec une publicité verte dessus. Il y a 2 ans, c'était les banques tout d'un coup qui devenaient durables. Je me demande quel sera le prochain secteur, mais c'est de la publicité. Il n'y a aucun contrôle derrière toutes ces allégations qui sont faites.
Et donc, ça, il ne faut pas utiliser dans le cadre des marchés publics. Mais je pense que là, on est tous déjà d'accord. Alors, il y a des critères, des labels sans critères vérifiables et accessibles à tous. On a par exemple tous les prix qu'on se retrouve sur plein de produits, des Green Awards, Green Product Awards, enfin bon, il y en a plein. Et il y a les labels qui sont liés à une entreprise. On a l'exemple de Tony's Chocolonis, très chouette projet. Il cherche des filières pour le chocolat, pour ne pas avoir des enfants qui travaillent dans toute la filière du chocolat, mais ça reste une marque. Ce n'est pas accessible à des autres acteurs. Fairglobe, la même chose, c'est pour les produits commerce équitable de Lidl. C'est lié à une marque et donc il n'y a pas des autres parties qui peuvent demander le label, donc on ne peut pas l'utiliser dans le cadre des marchés publics. Oui, slide suivante. Alors, tous les labels sont un système de contrôle indépendant. J'ai mis encore quelques exemples, mais là, je pense qu'il y en a plein aussi. On a plein de pictogrammes qu'on voit sur plein de produits, mais qui ne sont jamais vérifiés. Eh s'il n'y a pas de vérification par un parti tiers, de nouveau, la législation va interdire d'utiliser ces produits. Alors, heureusement, il reste encore des bons labels. Oui, voilà, on est sur le slide des bons labels. Alors, je ne vais pas les passer tous en revue. Je vous invite d'aller regarder sur le site web d'Infolabel et du site web des différents labels. Mais juste pour vous indiquer les possibilités du label, le label Ange Bleu a par exemple des critères concernant l'huile pour les troncheuses, l'NF Environnement, là pour les cafés à filtre recyclés, le Milieu Cœur, là pour du béton recyclé, partiellement recyclé. Donc on a pas mal de labels pour plein de différentes catégories de produits à laquelle on ne pense pas tout de suite. Et donc il faut vraiment une fois prendre le temps de regarder les différents labels et surtout les catégories de produits pour lesquels il existe des labels. Alors, au slide suivant, on va quand même regarder quelques problèmes avec les labels. Donc, la première chose, c'est qu'il manque actuellement des labels avec un focus sur les aspects d'économie circulaire. Et c'est un réel problème parce que c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Et j'aimerais bien vous présenter des labels qui se concentrent sur l'économie circulaire, mais il n'y en a pas beaucoup. Deuxième problème, c'est qu'il faut connaître les critères derrière le label. Et le troisième, c'est que, j'ai déjà dit, il y a plein de produits qui ne portent pas de label. Donc, quand on regarde, vous pouvez aller au slide suivante avec le manque de labels. Donc, il manque vraiment des labels purement sur le recyclage ou l'utilisation des matières premières recyclées. Il y en a quelques-uns par secteur. Il y a le FSC Recycled, par exemple, pour tout ce qui est produits issus des forêts. Il y a le Global Recycle Standard qui fait aussi ce travail-là. Mais c'est très difficile parce que les secteurs sont tellement différents. Si vous voulez un label pour les matières premières recyclées et vous voulez le faire et pour les briques, et pour le papier, et pour les meubles, et pour les matériaux de construction, etc., mais ça devient difficile de mettre un label comme ça dans le marché parce que vous devez acquérir beaucoup de différentes compétences. Donc ça, c'est un petit souci. Heureusement, à l'intérieur des différents labels, on a pas mal de critères concernant l'utilisation de matières premières recyclées. J'ai mis quelques exemples. Si vous voulez des bics issus de plastique recyclé, il y a le label NF Environnement. Le béton, j'ai déjà cité avec le Milieu Cœur. Le Ange Bleu, là pour les imprimantes. Et l'écolabel européen pour les produits de nettoyage qui va regarder combien de plastique est utilisé par dosage de produit. Donc, voilà, il ne faut pas nécessairement des nouveaux labels. Vous pouvez parfois vous appuyer sur les labels existants. Mais ça sera quand même pratique si dans le futur, on aura un peu plus de labels qui regardent vraiment les aspects circulaires des produits. Alors, au slide suivant, ce qui manque aussi, c'est souvent une extension de la garantie. C'est vraiment un critère purement circulaire, mais on ne le voit quasi pas apparaître dans les labels.
non plus l'origine des matières premières, parce que là, on entre en conflit avec la législation marché public. Et comme j'ai déjà dit, le recyclage des matériaux, ben, ça reste problématique aussi parce que c'est très difficile de le faire pour les différents secteurs. Aux slides suivantes, ben, juste un exemple qu'il faut quand même connaître le contenu des labels. Ça, c'est tous les labels liés à la production de papier. Et quand vous allez regarder les critères, le dessin vient du site web de InfoLabel, il n'y a aucun label qui répond à tous les critères de durable ou circulaire. Et donc, si vous voulez acheter le papier le plus durable sur le marché, il faut combiner deux labels. Et donc, ça, c'est très important. Souvent, on dit, oui, il y a plusieurs écolabels, faites juste référence aux écolabels. Mais non. Les écolabels sont parfois fort différents et tu as des écolabels qui ont des critères très stricts et tu as parfois des écolabels qui ont des critères moins stricts. Donc, il faut connaître les labels, il faut prendre le temps de regarder quels sont les critères derrière le label. Et aux slides suivantes, on se trouve avec certains produits qui sont très intéressants, qui sont uniques sur le marché, mais qui ne portent pas de label. Dans tout ce qui est téléphone, il existe le Fairphone, appareil très intéressant parce qu'on peut le réparer, etc. Mais il n'est pas labellisé et c'est le seul sur le marché. Donc, c'est très difficile de mettre ce type de produit dans un marché public. Deuxième problème, c'est que dans les catégories de produits qui sont un peu plus techniques, qui sont plutôt industriels, mais on a beaucoup moins de labels et donc on peut difficilement aussi s'appuyer sur les labels. Heureusement, pour ça, on a des autres solutions. Vous pouvez aller au slide suivant. On a l'EcoScore, par exemple, pour les voitures. On a aussi le label efficacité énergétique, qui n'est pas un vrai label, mais qui est un étiquetage obligatoire. Dès que ça vient un peu plus technique, on peut s'appuyer sur les normes internationales qui vont très loin. J'ai reçu récemment une question pour la consommation d'énergie des ascenseurs. Mais il existe une norme internationale qui permet de comparer la consommation d'énergie des ascenseurs que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos marchés publics. Il y a aussi le CO2-prestatie-ladder. Je vais peut-être y revenir tout à la fin s'il me reste 1 ou 2 minutes. J'ai mis quelques outils sur le slide suivant que vous pouvez utiliser. Le site web InfoLabel, le GPP Toolkit qui est l'outil de la commission qui ont des fiches critères. Et bien sûr, les sites web des labels individuels sur lesquels vous pourrez trouver tous les critères qui se cachent derrière un label. Parce que, comme je viens de dire, c'est quand même important de savoir ce qui se cache derrière un label. Vous pouvez aller au slide suivant où il y a juste quelques images de différents outils. Qu'est-ce que j'attends pour le futur? Moi, j'attends à plus de labels qui vont mettre en évidence les conditions de production, les émissions de CO2 et autres. On le voit par exemple déjà dans les labels pour la production de papier. Là, il y a déjà des critères concernant les émissions de CO2 et de AOX. Donc ça, je vois vraiment apparaître de plus en plus sur le marché. Je vois aussi de plus en plus des critères concernant des composants recyclés, contre les émissions des produits, même quand ça c'est déjà souvent intégré dans les labels. Et j'espère qu'il y aura des labels purement sur l'intégration de matières premières recyclées. Et je pense que peut-être dans le secteur de la construction, ça arrivera comme premier. Je vois aussi plus d'outils apparaître sur le marché pour comparer les entreprises entre eux. Et je pense que pour ça, l'échelle de performance CO2 est un outil qui a été développé aux Pays-Bas, qui est atterri aussi entre-temps en Belgique, où les entreprises vont devoir se faire certifier par rapport à certains critères. Et alors, si ils ont un score qui est meilleur qu'une autre entreprise, ben, ils reçoivent plus de points au niveau de l'attribution du marché. C'est encore en cours. Je pense que c'est un peu trop tôt pour l'utiliser en Belgique, mais aux Pays-Bas, ça marche très, très bien. Alors, on est arrivé à la fin. En conclusion, ben, pour moi, les labels, c'est vraiment les outils faciles à utiliser. Il ne faut pas hésiter. Juridiquement, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres communes, plein d'autres administrations qui les utilisent depuis quasi 10 ans. Donc,
ne pas hésiter. Il faut juste bien s'informer sur les labels que vous pouvez utiliser et faire un peu attention aux faux labels. Je vous ai montré quelques-uns, mais donc attention de ne pas rentrer dans la piège des labels qui n'ont pas de critères ou que vous ne pouvez pas utiliser dans le cadre des marchés publics parce qu'ils ne répondent pas à la législation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et s'il y a des questions, je reste disponible. Merci beaucoup. Oui, Sylvie, vas-y, je t'en prie. Je vois dans le chat une question en lien avec les labels LEED et BREEAM. Quelles sont leurs applications? On peut les utiliser, hein. Donc si on met un bâtiment, c'est surtout aussi pour la gestion d'un bâtiment, on peut faire appel à ce type de label. Donc ça, je vois apparaître régulièrement. Je sais que par exemple, les institutions européennes sont des grands fans du label BREEAM. Et là, plein de bâtiments, ils ont ce label. Le label LEED est similaire et donc peut aussi être utilisé dans les marchés publics. Alors, je vois aussi une question, enfin, c'est plutôt un commentaire. Il existe des labels en cours de développement pour le contenu recyclé dans les produits contenant des plastiques. Alors, je ne sais pas si vous pouvez en toucher un mot ou bien si... Oui, j'ai l'impression aussi qu'il y a plusieurs de ce type de labels, pas uniquement pour le plastique, qui sont en développement. Mais voilà, pour le moment, ils ne sont pas encore là. Et il faut après encore compter un tout petit peu de temps pour que le secteur va obtenir les labels. Donc, je pense que malheureusement, ça va encore durer quelques années avant qu'on peut utiliser ce type de label de contenu recyclé dans les marchés publics. Je vois beaucoup de félicitations, donc merci à vous. Je rajouterai peut-être juste un tout petit mot par rapport à l'échelle de performance CO2. Elle est développée au sein de la direction du développement durable du SPW. Et donc, je confirme que c'est en cours et qu'il y a déjà pas mal de projets pilotes qui sont en route et qui utilisent l'échelle de performance CO2 dans le cadre de marchés de travaux. Donc, n'hésitez pas pour ceux et celles dans le secteur de la construction qui souhaitent avoir plus d'informations à revenir vers la direction du développement durable. Voilà, Sabina, je te laisse enchaîner. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Parfait, mais un grand merci à tous les orateurs pour leur temps. Je propose qu'on se rejoigne d'ici 3 minutes dans les sessions parallèles respectives et on vous envoie encore le lien ici dans le chat pour que vous puissiez assister aux sessions parallèles. Merci. À tout de suite. Merci beaucoup.